une année des jeunes, là où pratiquement un mandat avait été, parce que c'est vous... Oui, mais je vais vous expliquer très simplement. Vous n'étiez pas vous qui étiez là-bas. Non, je peux... Non, on laisse terminer, puis je vous redonne la parole. Allez-y. Pour nous, la question fondamentale est là. C'est pourquoi je dis, ne parlons pas de mimétisme. OK. D'accord. Il y a toujours une idée, et devant une idée, beaucoup, on ne change pas la roue, on améliore la roue. D'accord. Donc ce sont des idées d'amélioration. Non. Il y a des idées qui existent. S'il vous plaît. Et nous constatons qu'il y a énormément de défaillances. Parce que nous nous disons, mais attendez là, regardons la situation de la Côte d'Ivoire. Quel est ce pays qui subitement dit, je travaille pour les jeunes, je veux travailler pour les jeunes, et puis, ben voilà, Alors, vous allez intervenir tout à l'heure. Vous parlerez. Non, il n'y a aucun problème. Donc, vous trouvez nos jeunes en train de mourir dans la mer. La Côte d'Ivoire est deuxième demandeur d'asile en France, derrière l'Afghanistan. Depuis 2011, tout le monde s'interroge. On arrive, les tendances de suicide sont énormes. Donc forcément, un politique s'interroge, est-ce que finalement, les méthodes que nous sommes en train de faire sont les meilleures? Et c'est en cela où le président Laurent Gbagbo revient et dit, je constate un certain nombre de choses. Ces jeunes, non seulement se sont battus pour moi, ils ont effectivement travaillé pour moi, mais je constate qu'en plus, ils sont encore dans une situation de désolation. Peut-être qu'on a initié beaucoup de trucs, de solutions. Peut-être que ce n'est pas les bonnes solutions. Regardons et interrogeons les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent. Bon. Que quelqu'un ait déjà fait ça, ce n'est pas un problème. Interrogeons les jeunes et pour qu'est-ce qu'ils vont faire. Et par rapport à ça, il fait sortir des propositions pour essayer de gérer cette situation. Parce qu'en fait, nous sommes devant une jeunesse qui est dans le désespoir. Et ça, c'est la responsabilité, quelles que soient nos opinions politiques différentes, de trouver la formule pour leur donner l'espoir. Absolument. Allez, réaction du ministre Mamadou. Ce sujet aurait été débattu dans le troisième thème, mais comme il veut qu'on débatte maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'il dit en substance, c'est que... Oui, allez-y. Si vous avez déjà compris son propos, allez-y. En 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait donc à la tête de ce pays, quelle était la situation des jeunes? Vous aviez, entre 2000 et 2010, près de 400 000 jeunes chaque année qui arrivaient sur le marché du travail sans perspective, avec un stock de près de 4 millions de jeunes dont nous avons hérité, du fait de l'échec des politiques que vous avez mis en place. Lorsque le président Ouattara arrive, donc vu l'ampleur, le défi, le premier mandat a été dédié donc à la jeunesse, avec des réformes importantes qui ont été entreprises, des actions importantes qui ont été entreprises, réforme de notre système d'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, près du quart de notre budget elle part dans le secteur éducation. Oh, c'est pas laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, bien sûr. Est-ce que je parle au bout? Non, bien sûr. Allez-y au bout. Ensuite, notre système de formation professionnelle. Des programmes spéciaux ont été mis en place. Le processus de désarmement donc des ex-combattants, les miliciens que vous avez constitués à l'époque, etc. Vous, les belles, là aussi, c'est vrai, oui. Tout le monde a été donc désarmé. Exactement. Et donc, pendant le premier mandat, oui. L'effet conjugué des réformes au niveau économique, social, avec des programmes spécifiques donc, des jeunes, a permis de créer près de 2 millions d'emplois pour nos jeunes. Vous mentez. Vous mentez et je ne peux pas... Alors, on va faire attention aux propos. Justin Koné-Kadina... Est-ce que vous m'avez interrompu? Je vous ai pas... Bon, il retire son expression. Mais est-ce qu'on peut le laisser aller au bout et puis je vous redonne la parole? Je reviens sur les chiffres. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas juste de dire ça. Je veux garantir le principe selon lequel, quand l'un parle, vous le laissez développer et ensuite, on vous donne la parole pour réagir. Monsieur le ministre Touré Mamadou. On ne peut pas faire une leçon morale à Tupanga. Pour l'expression. On ne peut pas faire une leçon morale à Tupanga. Je demande à Katina d'être serein. Nous sommes dans un débat et on s'écoute. Non, bien sûr, je crois qu'on s'est bien compris. L'état de la jeunesse en 2011 était donc désastreux. Et c'est ce que je vais expliquer. Donc, il y a eu pendant les 5 premières années du président Ouattara, avec l'embellie économique, des emplois qui ont été créés donc, pour les jeunes. Et cette perspective a continué. Que le chef de l'État décide en 2023 de dédier l'année à la jeunesse ne remet pas en cause les avancées que nous avons connues donc, ces dernières années. Mais regardez plutôt les défis qui se posent à nous. Dans un pays de 30 millions d'habitants, vous avez 22 millions qui ont moins de 35 ans. 14 millions de nos jeunes, 14 millions de personnes qui sont donc des populations actives sont essentiellement donc des jeunes. À qui donc il faut donner des cadres donc de formation, à qui il faut trouver donc de l'emploi. Donc en dépit des 2 millions d'emplois qui ont été créés, lorsqu'il y a la perspective de jeunes qui sont encore en attente,
nous disons qu'il y a encore des efforts supplémentaires à faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, nous sommes preneurs donc des propositions que vous allez faire. Merci beaucoup. Mais je dis, non, mais écoutez, on n'est pas dans un débat stérile. Nous sommes preneurs de toutes sortes de propositions. Merci beaucoup. Et c'est cette démarche humble du gouvernement qui l'a amené, après l'annonce du chef de l'État, à entreprendre des consultations avec l'ensemble des jeunes, y compris les jeunes du PPACI, qui ont fait des propositions au gouvernement. Le Premier ministre a réuni une quinzaine de ministres. Donc il y a eu un matching entre les propositions des ministères sectoriels et les propositions des jeunes qu'il fallait écouter. Et ce sont ces propositions qui nous ont permis donc de sortir aujourd'hui le programme jeune du gouvernement pour 2023-2025. On en parlera tout à l'heure. Pour vous dire donc simplement, pour me résumer, que, dédier une année donc, thématique, donc jeunes, santé, vise essentiellement donc, à mettre en évidence donc, la problématique et mener beaucoup d'actions pendant cette année. L'ONU le fait, l'Union africaine le fait, certains États le font. Deuxièmement, sur le fond, ce qu'Arthur dit qui est réel, qu'est-ce que vous avez proposé? Vous proposez la mise en place de commissions jeunes dans les communes. On vous dit qu'il y a la jeunesse communale qui existe. Vous proposez mettre en place des fonds de garantie à travers une banque de l'emploi. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une banque de l'emploi. Vous allez nous l'expliquer. Bien sûr. Vous voulez mettre en place un fonds de garantie pour aider à financer les projets des jeunes. Ça existe dans ce pays depuis. Nous avons aujourd'hui des fonds de garantie, donc à la BNI, et le gouvernement est en train de mettre en place ce qu'on appelle le GUD, le guichet unique pour les entreprises, avec un fonds de garantie qui permettra donc de financer les jeunes entrepreneurs. Donc, j'espérais que le troisième thème nous permettra d'aller plus en profondeur. On va y revenir de toutes les façons. Proposer de nouveau, mais peut-être parce que c'est maintenant que vous vous réveillez. Mais vous réveillez maintenant, mais malheureusement, l'accord doit exister depuis 10 ans. Alors, il y a d'importants vous avez terminé? Merci beaucoup. Alors, rapidement, oui, allez-y. Je reprends pour corriger un certain nombre de choses. Oui, allez-y. Des choses qui ne sont pas totalement justes, bien dites. Il faut rester un peu dans les choses. La première des choses, l'écart affecté à l'éducation, du budget, ça date depuis Oufoué. Donc, je confirme. Le nouveau là-dessus. Ça a toujours été le budget le plus élevé. Donc, on n'avait rien fait de nouveau là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les commissions dont on parlait, commissions rurales, comment on appelle, des jeunes et autres, ça a toujours existé dans les communes. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit. Non, j'arrive, s'il te plaît. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là non plus. Ce que vous nous dites qu'on copie, c'est que vous n'avez rien créé à ce niveau. Ce que vous avez dit, et que je voulais revenir là-dessus, c'est le taux d'emploi. Non, quand nous sommes devant la télévision des Ivoiriens, et quelqu'un qui souffre, il ne faut pas dire des chiffres qui ne sont pas justes. Je prends vos propres chiffres à vous. Les chiffres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous sommes, et confirmé par la Banque mondiale, nous sommes à 91% de personnes qui travaillent dans le secteur informel. Non, s'il vous plaît, non, on ne va pas l'interrompre. Allez-y au bout. Dans le secteur informel. Et ça, ce taux, pour vous dire que vous n'avez rien fait de plus, c'est pratiquement ce taux que la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la fourchette, et vous avez même creusé. Parce que dans les années 90, même jusqu'en 2011, jusqu'en 2001-2002, le taux du secteur informel en Côte d'Ivoire, c'est autour de 60-65%. Non, 60-65%. Vous allez réagir, oui. Vous êtes à 90% du taux du secteur informel. C'est-à-dire que quoi? Que vous êtes dans une situation, vous créez une situation de misère et qui fait que les gens vivent ils font de l'économie de survie. Et c'est ça, vous les appelez... Allez, je ne peux pas le laisser dire. Mais vous allez réagir, monsieur le ministre. Vous allez réagir. Vos chiffres, non, s'il vous plaît. La lecture que vous faites de ces chiffres à vous, ce n'est pas les miens. Alors, monsieur Katina, lorsque vous dites... Ce n'est pas les miens, c'est vos chiffres à vous. Mais je vous réponds. D'accord. D'accord, réagissez aux chiffres. Si vous estimez qu'ils ne sont pas bons. On parle de 2 millions d'emplois créés. Oui. Ces emplois donc sont partagés aussi bien au niveau du secteur formel que du secteur informel. Ah non. Alors, lorsque vous dites... Non, mais écoutez, laissez-moi m'exprimer. S'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer. Messieurs, tous les deux. Allez-y. Arthur, vous allez intervenir. Soyez patient, s'il vous plaît. Lorsque vous dites qu'il y a 91% de travailleurs au niveau d'un secteur informel, donc vous reconnaissez qu'il y a des travailleurs, même s'ils sont dans le secteur. Non, monsieur, nous je vous rappelle pas les travailleurs. Attendez. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne pas plus des travailleurs. D'accord, on les laisse terminer, on vous donne la parole pour expliquer. Allez-y, Touré Mamadou. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux que Katina me laisse m'exprimer. Bien sûr, allez-y. Vous avez la parole là maintenant, allez-y. Vous avez 91% de travailleurs. Alors, je vais vous rappeler que le chiffre était de 93% et que nous avons baissé le taux de travailleurs au niveau du secteur informel pour quitter de 93% à 91%. Maintenant, pour nous, ça reste un défi. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme de formalisation de toutes ces entités qui sont dans le secteur informel. Quand vous dites que toutes les entités jeunes existaient, M. Katina,
le Conseil national des jeunes n'existait pas sous Laurent Gbagbo, n'existait pas sous le PDC. Ce n'est pas non, mais écoutez, laissez-moi parler. Ce ne sont que des noms que vous avez employés. Non, mais je ne sais pas des noms. Aujourd'hui, nous avons... Permettez qu'il termine avant de réagir, s'il vous plaît, pour ne pas l'interrompre. Nous avons un Conseil national de jeunes qui existe depuis que le président Ouattara est là, avec un président qui s'appelle Diabaté. Nous avons des conseils départementaux de jeunes qui existent. Et si vous faites le tour de vos différentes régions, vous verrez. Nous avons une jeunesse communale. Et je peux vous dire même que lorsque nous avons hérité de la jeunesse communale, c'était une structure à 3 têtes. Aujourd'hui, un processus démocratique a été initié au sein de toutes les organisations de jeunesse qui sont moins politisées aujourd'hui. Nous avons une jeunesse communale qui fonctionne. Donc si vous faites des propositions, ces propositions doivent apporter une plus-value. Mais si c'est pour venir dire des choses qui existent, c'est pour ça que vous êtes interpellé sur ce que vous faites. Voilà. D'accord, termine. Alors, messieurs, je vais vous donner la parole tout de suite. Je vais faire la précision suivante. Après ce tour entre vous deux, finalement, si on continue là-dessus, on va terminer l'émission. Vous donnez la parole à tous les deux, alors qu'on a d'autres intervenants qui sont là. Réagissez sur les chiffres. Vous voulez réagir tout à l'heure? Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons revenir sur les chiffres pour que vous compreniez pourquoi, en tant que financier, je ne peux pas accepter. Quand vous dites ces choses, j'ai un peu froid dans le dos. Quand on me dit non, nous sommes à 91% de ça veut dire que les gens travaillent. Non. Vous savez, une économie, c'est une articulation parfaite. Non, ne prenez pas de s'il vous plaît, non, j'en arrive. Je vous explique pourquoi je dis on ne peut pas, ce n'est pas juste de dire que quelqu'un qui sort de sa maîtrise et que, bon, parce qu'il n'a pas de vision, il va prendre un portable, s'asseoir devant un truc et il fait des appels, on appelle le lendemain, on dit non, j'ai créé de l'emploi. Mais quand vous dites que vous avez créé de l'emploi pour celui-là, moi, en tant que financier, qu'est-ce que je regarde? Je dis, mais quel est l'impact de cet emploi-là sur l'économie de façon globale? Quel est l'impact de cet emploi sur l'économie? Rien du tout. C'est pourquoi je vous dis que tant que nous allons rester dans vos calculs, vos estimations, rien du tout. Non, mais parce que je t'explique. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui ne participe nullement du tout. Vous pouvez pas le prélever d'impôt. Vous ne pouvez pas prélever d'impôt. C'est pourquoi vous avez la pression fiscale la plus faible d'Afrique. Vous avez le taux d'impôt le plus faible d'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que justement, vous avez créé cette bulle de choses autour du thème, bon, on a payé thème employé, ainsi de suite, et il n'y a aucun impact. C'est pourquoi les choses avant... Je vais dire aux financiers du PPACI qui manifestement est de mauvaise foi que le taux d'informalité de l'emploi n'est pas une situation spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est la plupart des pays africains. Quand vous regardez les indicateurs aujourd'hui, la plupart des pays africains ont un taux d'informalité de l'emploi. Vous faites quoi alors? Qui aussi, mais je vais vous dire ce qu'on fait. Je vais dire ce qu'on fait. Qui est aussi entre 70 et 90%. Oui, mais vous faites quoi ici alors? En quoi vous avez changé alors? Oui, mais je vais vous dire. Je vous ai dit que lorsque vous étiez aux affaires, nous étions à plus de 93%. Jamais. Mais si. Jamais. Moi, je peux vous donner... J'ai dit jamais. Nous étions à plus de 93%. Pas du tout. Et donc, aujourd'hui... Visiblement, vous n'allez pas vous entendre sur cette question. Non, mais je termine. Aujourd'hui, non seulement ce taux a été ramené à 91%, mais nous estimons qu'il est élevé. C'est pour ça que le gouvernement, quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement a pris des initiatives. D'abord, nous avons décidé de formaliser, de lancer une politique de formalisation des entreprises informelles. C'est quoi ça? Nous avons créé... Ça veut dire quoi? C'est le gros chiffre. C'est pas des chiffres. Ça veut dire quoi? Juste un collègue Katina, il faut le laisser terminer, s'il vous plaît. Par exemple, une entreprise qui est dans l'informel. Oui. Et très souvent, des entreprises qui vont dans le secteur informel, c'est parce que ces entreprises fuient la taxation, les taxes, etc. Nous avons créé le statut de l'entrepreneur avec une taxation unique de 2,5%, justement pour encourager toutes ces entreprises à se formaliser. Non, alors... mais si, je vous le dis. Non, mais si. C'est une mauvaise approche. Je vais vous expliquer. Bon, alors, monsieur... Parce que déjà, ça a été fait. Quand on parlait de taux d'imposition... Ça a été fait par qui? Rassurez-vous, s'il vous plaît. Ça a été fait par déjà, en 90, Henri Konan-Bédié, on a créé le système de taxation des petites et moyennes entreprises. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non. Alors, monsieur, je vous parle des choses qui sont réelles. D'accord. Vous n'avez rien créé à ce niveau. Non, vous faites du coq à l'âne. Vous faites du coq à l'âne. Je suis en train de vous expliquer. Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble tous les deux, s'il vous plaît. Justin Koné-Kassinan, s'il vous plaît. La taxe. Alors, Laurent Gbagbo a également indiqué qu'il a été acquitté à la CPI. Donc, on doit rechercher le coupable ailleurs. Que vous inspire cette déclaration de Laurent Gbagbo, docteur Bangali? La réconciliation ne pourra jamais se faire sans vérité. Ça fait mal, mais il faut qu'on se dise la vérité. Très bien. Monsieur le ministre Raymond Madou, comment réagissez sur cette question? Non, écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire particulier, sauf à dire que la nécessité de justice en rapport à la réconciliation est une position que nous partageons. D'ailleurs, Katina est là. Lorsqu'on a eu le dialogue politique, qui a demandé qu'on maintienne la nécessité de justice, surtout pour les victimes, c'est nous.
Le PPAC n'était pas pour, ils sont là. Ils avaient souhaité qu'on fasse abstraction donc, de toutes les procédures judiciaires, etc. On a dû leur rappeler que l'appareil judiciaire est totalement indépendant et que c'est vrai que le chef de l'État peut prendre des actes, notamment grâce à amnistie, etc., mais qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Et donc je me réjouis aujourd'hui que Laurent Gbagbo nous rejoigne sur la nécessité donc d'une justice qui accompagne donc la réconciliation nationale. Et puis rappeler, sans ouvrir la boîte à Pandore, sans vouloir polémiquer, que Laurent Gbagbo a été libéré à la CPI sur la base de 5 incidents qui ont été très bien précisés. Le marché Chakakone d'Abobo, Yopougon, la marche sur la RTI, les femmes qui ont été tuées à Bobo, c'est sur la base de ces 5 incidents que le procureur a estimé, enfin, 3 des juges ont estimé, des 5 juges, que le procureur n'avait pas réussi à prouver la responsabilité de Laurent Gbagbo donc, par rapport donc, à ces faits-là. Mais prenez la déclaration du procureur après cette décision, qui était de dire que sur ces 5 incidents, décision de justice a été rendue, donc on ne peut plus revenir là-dessus. Mais il y a d'autres incidents. Il y a eu près d'un millier d'incidents en Côte d'Ivoire pour lesquels la CPI ne s'est pas prononcée. Donc Laurent Gbagbo nous demande aujourd'hui, il demande à tout le monde, que pour l'ensemble des incidents, la justice fasse son travail. Donc on entend. Mais j'espère simplement qu'ils ne seront pas encore les premiers à crier au loup quand la justice en toute indépendance voudra faire son travail. Alors, réaction, Justin Pelé-Katina. Quand nous voulons restituer les propos d'une réunion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons jamais dit ce que vous... Nous n'avons jamais dit ça. Et ça, excuse-moi, Monsieur le ministre, il faut faire ces champs de propos-là, connaissant notre parti, nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit, et nous allons le répondre rapidement, c'est que nous allons au dialogue politique. Nous avons soulevé un certain nombre de faits. Premièrement, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Violation de ses droits. Deuxièmement, alors qu'il est à la CPI, des juges ont trouvé l'occasion, sans même lui adresser une convocation, violation de son droit élémentaire, pour qu'il réponde devant le tribunal. En matière pénale, c'est l'accusé qui se présente devant le juge. On n'y a même pas envoyé de convocation. Faux. Non, vous avez demandé... monsieur, non, j'arrive sur... S'il vous plaît. Nous avons levé un certain nombre de faits. Et nous sommes arrivés à la conclusion. Et même mieux, nous avons pris une ordonnance dans laquelle on dit tout le monde est amnistié, ce qui est unique dans le monde, sauf les faits, sauf ceux qui étaient en justice devant les tribunaux internationaux. Nous avons jugé, nous, en interne, que cela voudrait dire quoi? Que c'était une situation circonstancielle liée à un État, ils étaient en procès. À partir du moment où le procès est fini, donc logiquement, il devait rentrer automatiquement sous le couvert de l'amnistie. C'est ce que nous avons dit. Et au bout de tout ça, ce que nous avons arrêté comme élément, on a dit, compte tenu de toutes ces injustices-là, et que conformément au droit positif ivoirien, la seule solution qui reste pour réparer une telle injustice, c'est la loi d'amnistie. Allez, je peux vous dire... Le raisonnement que nous avons mené pour que nous en arrivions à là. Mais jamais nous n'avons dit que il faut laisser le table rase sur les choses. D'accord. Il semble ne pas être d'accord, on les laisse réagir. Mais s'ils reviennent sur leur position, tant mieux. Parce que c'était choquant. Il sait qu'on a eu des débats très animés. Ils n'ont pas posé que le cas de Laurent Gbagbo au dialogue politique. Ils ont posé aussi le cas des militaires qui sont en prison et d'un certain nombre de personnes. Oui. Ce qu'ils ont demandé, c'est l'arrêt de toutes les procédures. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce n'était pas le cas de Laurent Gbagbo. Mais là, s'il revient, s'il ravale aujourd'hui ce qu'ils ont dit et qu'il l'estime aujourd'hui, moi, je ne vais pas polémiquer, mais si on est tous d'accord qu'une réconciliation ne peut pas aller sans justice et qu'il faut surtout regarder les victimes, d'où qu'elles viennent, etc., on est d'accord. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que il ne faut pas avoir une approche à double vitesse. Et quand vous demandez que la vérité soit connue, alors qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, notamment le général Dogoblé, jugé, condamné pour avoir tué le colonel Dosso,
pour avoir tué Yves Lamblin, etc. Oui. Et que vous continuez à demander leur libération. Oui. Et que Laurent Gbagbo vient de dire que lui, Laurent Gbagbo, il était le donneur d'ordre. Oui. Il ne peut pas avoir été libéré à la CPI. Et ceux à qui il a donné l'ordre en Côte d'Ivoire sont en prison. Alors qu'à la CPI, justement, il tendait à démontrer que lui, Laurent Gbagbo, n'avait rien à voir avec ceux qui ont commis l'ordre, les crimes. Et sur cette base, il a été libéré. Je dis simplement, je ne veux pas polémiquer. Ne jouons pas avec les expressions juridiques. On ne joue pas avec non, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la République, il y a des expressions qu'il faut faire attention avec. On est d'accord, donc aujourd'hui, devant tous les Ivoiriens, d'accord. On se rejoint aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire... Mais quand vous parlez ensemble, personne ne vous suit, en fait. Alors, vous parlez ensemble, moi, je vais quand même être positif. On se met Terminé. d'accord aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire qu'un processus de réconciliation nationale ne doit pas être incompatible avec un processus judiciaire qui doit permettre donc de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas votre point de vue au dialogue politique. Non, monsieur. Vous avez prôné l'impunité. Vous avez terminé, monsieur le ministre? D'accord. Monsieur le ministre. Très rapidement, et puis on passe à la courte pause. Quand on est, je vous propose. ce niveau de responsabilité que les vôtres, l'expression, tous les mots ont un sens. Quelle est l'expression qui vous gêne? Le qui est dit en prison, on n'a pas besoin de processus, d'arrêter un processus, puisque le processus est venu pour lui. Donc quand on dit qu'il va arrêter un processus, c'est quel processus on va arrêter pour de Boblé? Tout ce que le président a dit, et en emboîtant, c'est que le discours ambiant la situation. Dire que, écoutez, nous sommes en République, la Côte d'Ivoire va aller à la réconciliation, au dialogue politique, nous avons soulevé un certain nombre de questions. Allez-y au bout, Laurent Gbagbo a dit quoi? Non, j'en arrive. On le laisse terminer, monsieur le ministre. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Il y a la réconciliation. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo dit ceci. Oui, allez-y. Vous m'avez pris pour m'envoyer à la République, pas pour mes faits, mais pour ma responsabilité pour faits d'autrui, parce que j'étais le chef suprême des armées. Et donc, c'est parce que j'étais donneur d'ordre. Si donc, en tant que moi, le donneur d'ordre, c'est une situation générique qui pose. Si moi donc, en tant que le donneur d'ordre, au bout de compte, on me dit que je n'ai pas donné d'ordre illégal, ça voudra dire que quoi? Ceux qui ont exécuté ces ordres-là ne peuvent pas être poursuivis. C'est la logique de la chose. Allez. Vous avez soulevé le problème de Boblé. Mais Boblé n'est pas le seul en prison. Vous avez dit, lui, on dit qu'il a été jugé parce qu'il a tué telle personne, telle autre personne, telle autre personne. Moi, quand la justice dit, bon, on prend comme les choses, on les prend comme telles. Donc, pour Boblé, le président a toujours dit que dans ce processus-là où nous en sommes là, où chacun a tué, chacun a eu beaucoup de choses, chacun a commis des meurtres, et énormément, et parfois de votre côté plus graves que les nôtres, il est temps que nous puissions nous arrêter. Et puis nous regardons, surtout qu'aujourd'hui, nous avons quand même une donnée scientifique objective, c'est que le donneur d'ordre qui a été disculpé. Donc nous souhaitons qu'on mette fin à cela. Donc voilà le problème. D'accord, deux mots rapidement. Le problème qui se pose au PPACI, à Laurent Gbagbo, à ses collaborateurs, au PPACI, c'est une question de cohérence et de crédibilité. Ah oui? En même temps qu'il est en train de nous dire qu'il faut une justice qui donc fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé et qu'on détermine qui sont les coupables. En même temps, il nous dit que Laurent Gbagbo demande qu'à un moment donné, on s'arrête. Parce que tout le monde... mais c'est ce que vous venez de dire. J'ai dit votre discours à vous. Non, attendez. Je réponds vous, votre discours du gouvernement. On le laisse aller au bout de son raisonnement. Je vais terminer. Il ne faut pas couper les choses. J'ai dit votre discours à vous. Alors, vous aurez le temps de rectifier. Si vous estimez que ce n'est pas correct, ce n'est pas cohérent. Donc, je dis, il y a une question de cohérence et de crédibilité. Mais la crédibilité, c'est vous qui l'avez pas. Non, mais oui, on en parlera. S'il vous plaît, attendez votre tour de parole, Justin Koné-Katinan. Je me réjouis rapidement que le PPACI, qui a prôné l'impunité totale dans ce pays, et qu'il a réaffirmé au cours du dialogue politique, viennent aujourd'hui dire que la justice est importante dans le processus de réconciliation nationale. Oui. On en prend acte. Oui. D'accord, monsieur. Je réponds tout de suite, rapidement. Oui, en une minute. Une minute. Voyez-vous le problème de crédibilité, vous qui ne l'avez pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi nous en sommes arrivés au dialogue, y compris les PDC avaient posé ce problème, pourquoi? C'est votre incapacité. Je vais réagir. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est votre incapacité de la justice de donner, parce que jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la même question. Comment se fait-il que dans une crise aussi ouverte, où il y a eu des gens qui se sont tirés là-dessus, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi. Et ça, tous les acteurs politiques au dialogue ont soulevé ce problème. Alors, je vais vous dire que c'est faux. Mais c'est vrai, enfin, mais c'est en tout cas, je veux dire, nous l'avons dit, le PDCI l'a relevé, tous les partis politiques, sauf les RHDP, évidemment, eux n'ont pas intérêt qu'à ce que cela soit dit. On est quand même surpris que le président même est allé plus loin, il a dit qu'il y a plus de 3 000 morts. Il y a eu plus de 3 000 morts, depuis 2002 jusqu'à là. Mais on est surpris. Et c'est parce que, et ça aussi, c'est ça qui fait mal aux Ivoiriens.
comment se fait-il que dans une telle situation, c'est un seul camp qui est poursuivi? Alors, d'accord, réaction. Ce qu'il dit est faux. Allez-y. Amédée Oremi, qui a été tué pour le massacre à Diokwe, n'est pas du PPAC. Vous avez posé un problème. Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place. Par qui? Justin, le gouvernement, s'il vous plaît. Je sais compter sur votre discipline. Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien. Et cette commission d'enquête spéciale a enquêté. Oui. Les rapports ont été rendus publics. Oui. Des personnes ont été auditionnées. Oui. Certaines personnes ont été poursuivies. Oui. Et l'une des personnes dont la responsabilité... Justin Koné-Katina, s'il vous plaît. On va revenir ici, il n'y a pas de problème. Attendez. L'une des personnes dont la responsabilité a été clairement établie dans le massacre de Diokwe a été arrêtée, jugée, condamnée à vie. Donc venez dire qu'il y a un acharnement. Mais j'ai dit son nom tout à l'heure. Non, dites-le, s'il vous plaît. Alors, venez dire... S'il vous plaît, monsieur. Venez dire qu'il y a un acharnement contre vous, c'est pas vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La réalité, et je dis, on est tous d'accord aujourd'hui, Katina, on est tous d'accord aujourd'hui, que la réconciliation nationale ne peut pas faire l'impasse donc de la justice. Et ça, c'est bon pour les victimes. Parce que nous sommes en train de faire nos débats politiques, de quelque camp qu'ils soient. Très peu de temps, en très peu de temps, les victimes ont eu la possibilité donc de s'exprimer, de se faire entendre. Et donc, prendre en compte la dimension des victimes dans tout ce que nous avons fait, elle est importante. Et cette position a été affirmée par nous au cours du dialogue politique, là où vous avez demandé une impunité totale pour tout le monde. Alors, monsieur Justin Koné-Katina, je vais réagir. Mais vous ne me laissez même pas en placer une. Vous ne me laissez même pas en placer une. Justin Koné-Katina, Touré Mamadou, non, vous allez réagir. Vous allez réagir aussi, ce sera juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360 et Mais voyez-vous, le seul problème que nous avons, quand j'analyse un peu vos propositions, c'est un peu... Je trouve que ce sont ce que nous appelons, pour prendre un peu une expression comment il s'appelle, de l'empereur français, comment il s'appelle, Napoléon. Ce sont des mesurettes. Ce sont des mesurettes. C'est vrai qu'en chiffres, on voit que c'est énorme, mais ce n'est pas structurel. Ce n'est pas suffisamment structurel. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous regardons? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisamment structurel. Pourquoi? Il y a des chiffres en économie qui vous permettent de comprendre si nous avançons réellement. Le gros problème que nous avons ici, pourquoi le problème de l'insertion des jeunes, c'est la privatisation à outrance. C'est-à-dire qu'on a dessaisi l'État à un moment donné de son pouvoir d'intervention pour le compte des jeunes. Vous imaginez aujourd'hui, le financement, les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, hein, mais c'est parce que qui finance ça? Nos secteurs bancaires démissionnaires, totalement démissionnaires. J'ai regardé le taux de bancarisation, la Côte d'Ivoire a l'un des faibles taux de bancarisation de la sous-région. On a la première économie, mais notre taux de bancarisation est c'est-à-dire le Bénin fait 31%, c'est déjà ridicule. Le Burkina fait 20,4%, c'est ridicule. La Côte d'Ivoire fait 20% le taux de bancarisation. C'est-à-dire que quoi? Que sur les populations ivoiriennes qui sont capables, actives, il n'y a seulement que 20% qui ont accès, qui ont un compte bancaire. Voilà, pour parler, pour que mon parent de Arekoka comprenne ce que je suis en train de dire. Il a un compte bancaire. Ça veut dire que quoi? Qu'ils ne peuvent pas du tout bénéficier de l'appui des banques. Or, tout développement, toute économie, aujourd'hui, que nous prenons la Chine, que nous prenons comme de l'Inde, ils ont d'abord été maîtres de leur secteur bancaire. Et c'est quand on est maître de ton secteur bancaire que tu peux l'orienter, parce que le banquier qui vient, lui, en Côte d'Ivoire, il vient travailler dans les niches. Cacao, fonctionnaire, ainsi de suite, et puis ils s'en vont. Mais mon petit frère qui vient du village, qui a une belle idée, bon, je veux construire par exemple tel truc. Mais la banque, il n'y a aucune banque aujourd'hui. Oui, je vous avais réagi. Je vous avais réagi. Il n'y a aucune banque. Donc ce taux de 20%, c'est un exemple. Deuxième exemple que nous regardons, c'est cette tendance
c'est certainement que le gouvernement fait des efforts, hein. Mais la question qui nous revient constamment, et d'ailleurs, je suis heureux que le ministre soit là, parce que le centre de départ de l'immigration, c'est là où vous êtes député. Peut-être que vous avez des solutions pour nous, parce que l'émission que nous avons regardée, moi j'ai suivi la route de l'immigration. Le centre de départ de l'immigration, c'est la loi, chez vous, vous êtes député. Donc, ça aussi, c'est inquiétant. Pourquoi nos jeunes, malgré tous ces efforts, vous dites faites des efforts, malgré tous ces efforts-là, et que la Côte d'Ivoire est la première pourvoyeuse de l'immigration en chose. D'accord. Ce sont tous ces éléments qui... Je pense que Katina s'embrouille un peu. Taux de bancarisation, financement des jeunes, etc. Dire que j'ai écouté les propositions qui ont été faites par Maître Abiba au nom donc, du PPACI. Je vis des incantations. Je n'ai vu aucune proposition concrète. Lorsque vous dites par exemple que pour régler le problème donc, de l'accès des jeunes à l'emploi, il faut régler le problème de l'inadéquation formation-emploi, vous réglez ça comment? Oui, mais attends, s'il te plaît. S'il vous plaît, on va le laisser aller au bout de son développement. Lorsque vous dites que vous mettez en place une banque de l'emploi pour financer les projets des jeunes, vous le faites comment? C'est quoi une banque de l'emploi? Lorsque vous dites qu'il faut ajouter seulement 10 francs sur la sardine pour avoir beaucoup de milliards pour construire des ponts, etc., non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a, et vous verrez lorsque le document sera public dès lundi, ce n'est pas des mesurettes. D'abord, il y a des réformes avec des facilités au niveau fiscal pour les entreprises, les inciter à embaucher donc des jeunes. Donc, je vous le dis, il y a les réformes de notre système d'enseignement technique, la gouvernance de nos établissements et des curricula donc de formation. Il y a la construction d'établissements techniques en adéquation avec la réalité économique donc, de chaque région. Vous verrez aujourd'hui que nous avons une carte scolaire au nom de l'enseignement technique. Les 18 établissements de formation technique qui seront construits le seront dans des régions en fonction des besoins, donc en termes de l'économie de ces régions. Vous avez donc le GUD, le guichet unique de développement donc, de l'entreprise, qui permettra, parce que lorsqu'on parle d'entrepreneurs, c'est pas de l'argent. Ces jeunes qui veulent être des entrepreneurs ont besoin d'être formés. Tout le monde vous dira que ça passe d'abord par la formation. Le guichet unique règle en partie ce problème, puisqu'il y aura une entité au sein de ce guichet unique en charge de l'encadrement et de la formation, donc des PME. Ensuite, effectivement, il y a la difficulté d'accès donc, au financement, puisque les banques, surtout les banques commerciales, financent très peu. Le gouvernement décide donc de développer un système donc, de fonds de garantie qui sera mis en place au sein donc, de ce guichet donc, unique, fonds de garantie qui permettra donc à des jeunes d'accéder plus facilement. Et même si les jeunes ont des financements, il faut qu'ils accèdent à la commande publique, il faut qu'ils accèdent au marché. Aujourd'hui, le code du marché public en Côte d'Ivoire sous-traite 30% donc, des marchés donc, à des PME. Même si nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50% donc, des marchés qui sont sous-traités pour les PME. L'idée dans ces réformes qui sont annoncées, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes entrepreneurs puissent accéder donc, au marché public. Donc formation, appui donc, à l'entrepreneuriat, appui aux start-up. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une floraison de start-up dans le domaine digital, etc. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui innovent, qui apportent des solutions concrètes. Donc, ce n'est pas des mesurettes. En tout cas, ces mesures-là, par rapport à ce qui a été proposé le samedi, donc à cette jeunesse du PPACI. Et je voudrais rappeler, vous savez, ce soir, je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique, mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc., parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc, des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc, à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean Lubion, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc, pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas, sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous arrivez aux affaires, oui, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, oui, c'est 3 000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3 000 Ivoiriens en 2000. OIM. En 2009, 9 000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux
que Laurent Gbagbo s'assoie devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne va à l'extérieur. Monsieur, vous avez terminé, oui, allez-y. Chose. Je crois Arthur, après Justin Kone-Katina. Vous êtes embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufou-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement... En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien... Parce que tout à l'heure, est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse oui. Alors, je reviens tout à l'heure sur chose. Mais c'est où deuxième élément sur les choses, sur ces questions. Les jeunesses instrumentalisées, c'est vous. Hein? C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre des jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. C'était une précision pour que vous puissiez comprendre également votre à ce niveau-là. Troisièmement, sur la question de l'immigration, ce n'est pas nous qui le disons. On vous dit, encore qu'on peut comprendre qu'en 2009, il y avait une situation de crise, encore chose. Mais nous sommes en 2020, 2021. Et c'est le ministère de l'Intérieur de la France, le ministère de l'Intérieur de la France, qui dit qu'elles-mêmes ne comprennent pas du tout que la Côte d'Ivoire soit le deuxième demandeur d'asile en France. Mais je peux vous expliquer. Non, s'il te plaît, j'en arrive. Peut-être vous allez expliquer après. Oui, d'accord. Et derrière quel pays, et je vous donne les 5 pays les plus importants, les fourvoyeurs, l'Afghanistan, vous comprenez que l'Afghanistan, on peut comprendre. Troisième pays, le Bangladesh. Vous pouvez comprendre les Bangladesh, pourquoi ils vont en exil. L'autre pays, la Côte d'Ivoire est deuxième, ainsi de suite. Donc, parmi les premiers pourvoyeurs, il y a des situations, des circonstances qui sont liées, qui font que les gens s'en vont. Ali, mais en Côte d'Ivoire... Il faut que j'explique quand même. En Côte d'Ivoire, oui, bien sûr, nous avons du mal à comprendre qu'on se lève chaque matin, on s'auto-célèbre nos performances, j'ai fait ceci, 20, 20, et puis, subitement, on trouve nos populations en train de partir. Je finis maintenant sur la question bancaire. Rapidement sur la question bancaire. Je crois que, monsieur le ministre, je voudrais poser une question. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Moi, j'ai dit c'est vous qui êtes un peu embrouillé. Vous ne m'avez pas bien compris. Oui, allez-y. En toute honnêteté, en tant que ministre de la Jeunesse, est-ce que vous êtes content du système bancaire actuel en rapport avec le financement des jeunes? D'accord, je vais vous répondre. C'est une question. Déjà, alors, monsieur, je vous donne la parole, mais permettez-moi de faire une précision. Nous sommes arrivés au terme imparti pour cette émission. Je vais vous accorder quelques minutes encore. Nous allons être obligés d'y mettre un terme. En espérant vous avoir, Arthur Banga, soyez gentil s'il vous plaît. Merci de votre résilience, vous et les autres invités. En espérant avoir le ministre Touré Mamadou, Justin Kone-Katina pour d'autres débats. Comme ceux-là, en vue d'éclairer la lanterne des Ivoiriens qui n'attendent que ça finalement. Monsieur le ministre, allez-y. D'abord, premièrement, je n'ai jamais dit que des jeunes ne vont pas. Je dis que lorsque Laurent Gbagbo dit que sous ses 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'allait hors du pays, c'est faux. Lorsqu'il arrivait à la tête de ce pays, en 2000, il y avait 3000 jeunes Ivoiriens qui étaient déclarés comme candidats donc, à l'aventure. En 2009, c'est vous qui a fait partie des gens. De votre guerre, entendez, de votre rébellion qui a fait partie des gens. Mais il aurait dû dire ça. Voilà. Et il dit que personne n'est parti. Voilà. 9 ans après, nous sommes à 9000. Mais les 9000, c'est votre rébellion que vous avez fait. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Arrêtons de l'interrompre. Selon l'OIM, donc au port de l'Italie, nous avons 4000. Ça est divisé par 2. Non. Maintenant, s'il vous plaît, Justin Kone-Katina. Non, mais je termine, s'il vous plaît. Sur la France, M. Ali Diarasso, vous devez savoir que le système mis en place pour l'accueil des réfugiés, en rapport avec la nationalité, est un système déclaratif. Vous avez des citoyens qui vont dans des pays et qui se déclarent d'une nationalité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément de cette nationalité. La preuve, c'est que nous avons eu une mission conjointe. Vous savez que les mecs étaient ivoiriens. Oui, mais alors je vais vous dire. Allez-y rapidement. Mamadou, terminez votre développement. Notre gestion est beaucoup plus rigoureuse, plus sérieuse que la vôtre. Oh là là, ça c'est péremptoire. Nous avons fait une mission avec le gouvernement d'Italie, le gouvernement italien. Oui, s'il vous plaît. Bon, vous avez fait partie de la mission. Et cette mission allait sur place, avec des gens du ministère de l'Intérieur, pour essayer d'identifier tous ceux qui se déclaraient ivoiriens.
près de la moitié de ceux qui se déclaraient ivoiriens ne l'étaient pas. Oui, mais c'est vous. Je rappelle pour vous, rapidement, pour vous mettre à l'aise. C'est un collègue Ce sont les rebelles que vous avez envoyés qui ont combattu pour vous. S'il vous plaît, oui, terminez. Parce que tu viens combattre pour quelqu'un. S'il vous plaît, juste un collègue Katina. S'il vous plaît. Je pense qu'il faut préciser ça. S'il vous plaît. Terminez rapidement. Je ne suis pas ici pour nier les évidences. Ah, d'accord. Tant qu'il y a un seul Ivoirien, un seul jeune Ivoirien qui part, c'est une question qui nous interpelle. Et justement, l'effet de toutes ces mesures que nous sommes en train de prendre, c'est qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens qui partent. Surtout que vous avez beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, eux, ont décidé de ne pas partir, mais qui s'épanouissent dans leur pays. Et donc, nous continuons. Et vous avez vu l'action du gouvernement lorsque le problème s'est posé en Tunisie. Ceux que nous avons fait venir, que nous avons profilés, à qui nous avons donné des perspectives d'insertion professionnelle. Mais je dis simplement, M. Katina, ce n'est pas honnête de dire qu'en 10 ans de gouvernance, aucun jeune n'a quitté la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, comme il a dit. C'est faux. Touré Mamadou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse de l'institut. Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Chut.